le rappelle juste pour les MRE qui nous écoutent, si vous achetez un bien au Maroc qui ne dépasse pas 300 000 dirhams, vous avez le droit à une aide de 100 000 dirhams. Et si vous achetez un bien entre 300 000 et 700 000 dirhams, donc au maximum 70 000 euros, vous avez le droit à 70 000 dirhams d'aide de l'État. La bourse reste le moyen de placement le plus rentable. C'est mieux que l'immobilier, c'est plus liquide que l'immobilier. En revanche, ça peut être un très bon complément de revenus. Et ça peut surtout être un très bon complément de retraite à la fin. Une très grande part de MRE qui investissent à la bourse de Casablanca. Très, très, très grande part. Ces achats de dirhams grâce au transfert des MRE ont fait que le dirham s'est enflammé et ça a poussé la Banque centrale à intervenir pour bloquer la hausse du dirham. Et tu achètes le nombre de parts que tu veux, tu laisses ça sur ton compte et avec le temps, bah, tu fais des performances. Aujourd'hui, le Maroc, les gens ne le savent pas, mais le Maroc exporte des voitures, le Maroc exporte des avions. On a du Boeing qui est installé au Maroc, qui produit au Maroc. Salut Adil, bienvenue Salut. sur Entreprendre et vivre au Maroc. Salut Stéphane, merci pour l'invitation, avec plaisir. Ravi de te rencontrer. Pareil pour moi. Tu peux te présenter en quelques mots ton parcours et comment tu es arrivé dans ce domaine de finance de la bourse? Alors, aujourd'hui, je suis directeur de rédaction de boursenews.ma. C'est un site marocain d'information spécialisé dans l'information boursière et financière essentiellement. On parle beaucoup du Maroc, mais également de l'Afrique et de l'Europe et des États-Unis lorsque l'actualité financière dans le monde peut avoir un impact sur notre marché financier marocain. Mon parcours, j'ai une formation en finance. Je suis une formation en finance. Ensuite, j'ai travaillé un peu dans le conseil en investissement pendant une époque. J'ai même lancé ma boîte dans le conseil. Après, il y a eu le printemps arabe. À ce moment-là, il y a eu une grosse crise financière dans les pays de la région. Ça partait du Maroc jusqu'en Arabie Saoudite. Toute cette région-là a subi de grands dégagements. Les flux financiers sortaient, etc. Il y avait beaucoup de problématiques. Je me suis reconverti dans la presse et je suis rentré dans ce groupe de presse qui a bientôt 25 ans, 26 ans. Et voilà, j'ai bossé un peu dans la finance, dans l'actualité financière et de fil en aiguille, on a lancé Bourse News. On va fêter bientôt nos 10 ans. Félicitations. Ouais, merci. Enfin, bientôt, je dis bientôt. On est à 8 ans actuellement. On a lancé en 2015. Et puis, voilà, on essaye de développer, on essaye d'aller un peu plus sur la région africaine, etc., petit à petit. Donc, vous avez un site et une chaîne YouTube? Exactement, on a un site web, une chaîne YouTube, on est une dizaine de personnes qui travaillent sur le site, journalistes, commerciaux, administratifs et audiovisuels. Site web, chaîne YouTube, on organise également beaucoup d'événements, on a organisé récemment un salon de l'épargne. On fait aussi des événements avec nos partenaires sur la finance, les perspectives de la bourse au Maroc et dans le monde. D'ailleurs, j'ai suivi le salon à distance, c'était super, merci très beaucoup. Intéressant. Merci. Et l'idée ici de cette rencontre, de cette vidéo, c'est, j'ai encore jamais parlé de la bourse sur ma chaîne. L'idée, c'est de faire une vidéo assez généraliste, même si on va aller dans certains détails. La première chose que je voulais te partager, c'est, tu sais, quand je commence à parler de la bourse à des proches ou à des amis, il y a toujours ce sentiment, tu vas perdre ton argent, c'est risqué, même s'ils connaissent rien du tout dans ce domaine. Il y a cette croyance qui est fort ancrée. Comment tu expliques ça que les gens ont peur de la bourse quand ils connaissent pas vraiment le sujet, tu vois? Tu sais, c'est marrant, c'est un sujet extrêmement clivant. Tu as ce type de réaction, attention, tu vas perdre de l'argent, et tu as de l'autre côté d'autres personnes qui pensent que la bourse, c'est vraiment un Eldorado où ils vont se faire beaucoup d'argent en partant de rien. Et les deux perceptions sont complètement fausses. Si on veut être vraiment factuel, regarder ce que nous dit l'histoire des marchés boursiers, ce que disent les statistiques, tu peux aller partout dans le monde, à très long terme ou à long terme. La bourse reste le moyen de placement le plus rentable. C'est mieux que l'immobilier, c'est plus liquide que l'immobilier. À plus long terme, ça rapporte beaucoup plus. Le risque est mitigé quand tu investis à très long terme. Et donc, ça efface tous ces risques-là qui peuvent effectivement être réels à court terme. Quand tu rentres, tu veux spéculer, tu sais pas spéculer, bien, tu peux perdre de l'argent. Il y a une très belle statistique de l'AMF, qui est le régulateur français, qui dit que plus de 80% des particuliers perdent en bourse en faisant de la spéculation. Mais plus tu rallonges ta durée de placement, c'est-à-dire que tu places ton argent pour le garder 5 ans, 8 ans, 10 ans plus, eh bien ce risque, tu le limites beaucoup et ton espérance de gain va énormément augmenter.
Donc, à ces gens-là, il faut dire juste regardez statistiquement les gens qui achètent, qui oublient les actions qu'ils ont achetées. Ouais. Même si tu te trompes d'action, tu achètes une boîte qui va pas performer à court terme, eh bien, à long terme, tu es à peu près sûr de t'en sortir. Effectivement, c'est très répandu comme perception, mais c'est faux. Il faut juste regarder les historiques pour se rendre compte que c'est complètement faux. Et certains aussi voient ça comme un jeu. Ouais. Alors moi, je le vois plus comme un investissement long terme, tu vois, comme tu disais. Effectivement. Alors, il faut pas se dire que quand on a des revenus normaux, j'allais dire, pas limités, mais normaux, ne pas se dire qu'on va aller en bourse pour s'enrichir. Ouais. C'est de faux objectifs et ça peut mener à la ruine parce qu'on va commencer à faire un peu n'importe quoi. En revanche, ça peut être un très bon complément de revenus et ça peut surtout être un très bon complément de retraite à la fin. Ouais. Donc tu investis à long terme. Warren Buffett, il disait une très belle phrase, c'est ton âge en obligation. Alors les obligations, c'est quoi? C'est des titres de dette, tu vas prêter à des entreprises. C'est beaucoup moins risqué que les actions, mais ça rapporte beaucoup moins. Et cet adage-là, ton âge en obligation veut dire que si tu as le choix entre acheter des actions et des obligations, donc actions c'est risqué, obligations c'est pas du tout risqué ou presque pas risqué, tu as 20 ans, bah, tu vas avoir 20% de ton portefeuille en obligations et 80% en actions. Donc prends du risque, pourquoi? Parce que tu as l'avenir devant toi et tu as le temps pour capter toute la performance de la bourse. En revanche, si tu as 60 ans, tu n'as plus beaucoup de temps devant toi pour prendre de grandes tendances en bourse, bah, à ce moment-là, tu dois juste sécuriser ton patrimoine et là, tu vas placer 60% de ton argent en obligations ou en produits pas risqués et 40% seulement en actions. Et plus tu avances dans l'âge, plus tu réduis la poche action et tu sécurises. Donc, quelqu'un qui a par exemple 30, 40 ans, ben, il va avoir quand même 60% de son portefeuille en actions, en prise de risque, parce que voilà, il reste quand même normalement une longue carrière pour son portefeuille, pour générer des gains. Donc, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, j'ai oublié la question de base, mais l'idée c'est que vraiment plus on est jeune et en début de jeune, peu importe le portefeuille qu'on a, on peut commencer, j'imagine que tes auditeurs, tes internets sont beaucoup plus européens, donc je vais utiliser des chiffres en euros quand je donnerai des exemples. Tu peux commencer sur un marché comme le marché marocain par exemple, avec des cotisations en bourse de 20, 30, 40 euros par mois. Si tu es très jeune, plus tes revenus augmentent, plus tu vas augmenter tes cotisations mensuelles dans des produits, je pourrais en parler tout à l'heure, qui permettent d'investir directement en bourse. Et au fur et à mesure que ton niveau de vie s'améliore, bah, tu cotises plus. Et à un moment, avec la retraite, bah, tu te retrouves avec des performances très élevées et tu ne voyais pas venir. Tu te rends pas compte de ce que tu peux gagner. Tu peux gagner énormément à condition de démarrer jeune et de viser du très long terme. Tu vas traverser les crises. Là, récemment, on a eu une succession de crises qui sont arrivées depuis le Covid. Covid, c'était pandémie jamais vue depuis au moins un siècle ou un siècle et demi. Les marchés ont craché complètement pendant cette période-là partout dans le monde. Ensuite, on a eu la guerre en Ukraine. On a eu ce phénomène d'inflation mondiale qui a perturbé les bourses. Aujourd'hui, on a les événements au Proche-Orient. Et quand tu regardes tout ça, eh bien, quand même, les bourses arrivent à traverser et on est sur des performances historiques. Les marchés américains, le marché allemand, par exemple, cette semaine a touché un plus haut historique. Donc, le DAX allemand a touché un niveau qu'il n'a jamais atteint auparavant, malgré cette succession de crises. Donc, finalement, les risques existent à très court terme, mais tu peux les lisser en investissant à long terme. Justement, peut-être rappeler la différence entre le placement long terme, moyen terme et le trading. Parce que souvent, il y a une confusion là-dedans aussi. C'est vrai. Alors, c'est un vaste sujet d'expliquer. Enfin, expliquer, c'est facile. L'investissement long terme, c'est j'achète, je garde, je touche pas. Je touche pas le plus longtemps possible. Tant que j'ai pas besoin de cash, je touche pas. Ça, c'est de l'investissement long terme, assez passif, etc. Le trading, c'est je me dis, je vais faire mieux que le marché, je vais faire mieux que les autres. Et donc, je commence à acheter et vendre quand il y a des décalages de marché. Je vois que le marché a trop baissé. Le terme trop reste à définir. Ça veut dire quoi trop baisser? Donc chacun aura ses propres critères, bon ou pas bon. Et donc quand je vois que le marché a trop baissé, ben, j'achète. Quand je vois que ça a trop grimpé, je vais vendre, etc. Je vais jouer des décalages en me disant que en essayant de jouer tout ça, ben, au final, je vais me retrouver avec une performance meilleure que les autres, ce qu'on appelle battre le marché. L'investisseur long terme aussi cherche à battre le marché lorsqu'il a une stratégie plus active. C'est-à-dire j'achète, je vais pas oublier complètement,
Mais quand je vois qu'il y a de nouvelles tendances qui se mettent en place, l'arrivée par exemple de l'intelligence artificielle, il y a le vieillissement des populations qui va créer de nouvelles tendances sur les marchés, etc. Bah, je vais commencer à ajuster et me dire, cette tendance-là, à long terme, je vais la jouer. On avait pendant un moment une tendance sur tout ce qui est blockchain. Alors, je parle pas des cryptos, mais de la technologie blockchain. Ouais. On voit que la technologie a beaucoup avancé, mais que la mode autour des entreprises qui font de la blockchain est en train de se tarir face à la montée de l'intelligence artificielle et de la mode intelligence artificielle qui est aujourd'hui en train de capter beaucoup de flux. Et donc, je vais commencer à ajuster en me disant, je vais jouer ça, je vais me retirer de cette thématique, je vais aller vers cette thématique. Le secteur bancaire va peut-être passer par des mauvaises périodes. Par exemple, là, je vais me retirer de ce secteur-là. Il y a un secteur des assurances qui va connaître une belle période sur 5 ans, je vais aller y investir. Donc, je suis investisseur à long terme, mais j'ai quand même un peu de tactique dans mes placements. Et pour moi, c'est la meilleure des stratégies. Entre investir, être complètement passif et faire trop de trading à court terme, la meilleure stratégie, c'est celle-là. Et je ne suis pas contre le trading, parce que je vois beaucoup de gens qui prennent la parole dans une posture un peu, si tu veux, institutionnelle, etc., et dire attention, le trading, c'est dangereux. Oui, le trading est la discipline la plus dangereuse de toutes les disciplines d'investissement. Mais le trading, il faut pas avoir une bonne méthode, il faut avoir une bonne gestion du risque. Et c'est ça qui est très différent. Je peux avoir une très mauvaise méthode, comme ne pas avoir de méthode du tout, c'est-à-dire faire du pile ou face. Si c'est pile, j'achète. Si c'est face, j'achète pas. Et être gagnant à long terme en faisant du trading. Comment? En ayant une bonne gestion du risque. Et je te donne un exemple que tes auditeurs vont très bien comprendre, très facile. Quand on fait un acte d'investissement en bourse, on est tout le temps face à 4 issues possibles, et 4 seulement. Tu vas faire un grand gain, ou un petit gain, une petite perte, ou une grande perte. Okay. Quand tu fais une belle gestion du risque, tu écartes les grandes pertes, ce que font les professionnels du trading. Donc eux, ils vont jamais subir une grande perte. C'est-à-dire que quand le marché ne leur donne pas raison, ils coupent, ils prennent une petite perte. Des petites pertes et des petits gains vont se compenser entre eux, et tes grands gains vont faire que ton portefeuille va se développer de manière exponentielle. Donc je peux complètement investir avec du pile ou face, donc au hasard total, et quand je vois que le marché ne me donne pas raison, je coupe. Et quand je vois que le marché grimpe suffisamment, je prends ces gains-là. Et je vais me retrouver avec, par exemple, des pertes de 10, 15, 20 euros, 30 euros, des petits gains de 10, 15, 20 euros, 30 euros qui se compensent. Et de temps en temps, je gagne 400 euros, 500 euros, 1000 euros. Et la compilation de ces grands gains va faire qu'à long terme, je vais être gagnant. Donc le trading, c'est avant tout être capable de gérer sa psychologie pour couper ses pertes. Et ne pas se dire, quand je commence à perdre, ah, mais finalement, tu sais, cette boîte, elle est intéressante, elle n'est pas vraiment très chère, donc c'est pas grave, je suis en train de perdre, mais je vais garder. Si on commence à avoir ce type de raisonnement, c'est que psychologiquement, on n'est pas fait pour du trading. Donc, soit on doit arrêter et travailler sur notre psychologie, soit on doit changer complètement de méthode et aller faire de l'investissement long terme. Donc, le trading, oui, mais à condition d'être très rigoureux dans la gestion du risque. Et l'aspect psychologique, justement, c'est ça. Il va être beaucoup plus présent dans le trading que dans l'investissement, parce que dans l'investissement, on n'est pas stressé, on va pas aller regarder son portefeuille tous les quarts d'heure pour voir si ça grimpe, si ça baisse, etc. On sait pourquoi on a acheté, on sait à quel moment on va vendre si on a des objectifs. Alors que dans le trading, la psychologie est très présente, il y a de la volatilité joue sur les nerfs, et donc si on ne sait pas précisément à quel moment on va couper ses pertes, le marché va nous emporter, et psychologiquement c'est très 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 dur. Donc c'est vraiment, soit on est fait pour ça, pour le trading. Il y a des gens qui ont une psychologie qui correspond complètement au trading, et donc ils ont de la facilité avec ça. Généralement c'est des personnes qui sont confiantes mais qui n'ont pas beaucoup d'ego. En revanche, si je vois que je n'ai pas la psychologie pour, deux choses. Soit je me rabats sur de l'investissement en me disant le trading c'est pas pour moi. Et donc j'accepte que je ne vais pas faire du trading. Ou alors je vais m'arrêter un moment et je vais travailler sur ma psychologie, je vais travailler sur une méthode qui me dit précisément avant d'acheter à quel moment je vais vendre, etc. Je vais essayer d'appliquer mon plan et petit à petit revenir sur le marché avec des petites positions. Ça, c'est très important. Quand on passe par un moment de perte, lorsque on voit que notre psychologie ne correspond pas, il faut réduire ses positions. Si j'achète d'habitude 1000 euros quand j'achète une action, je vais réduire à 400 euros ou à 300 euros.
pour que psychologiquement, j'ai l'ascendant. Et à ce moment-là, je vais commencer à appliquer une méthode rigoureuse de gestion des émotions. Si je vois que ça marche, je reprends progressivement la taille de mes positions pour revenir à ma stratégie initiale. Et stratégie de long terme, tu peux regarder une fois par mois, c'est suffisant? Oui, une fois par mois, une fois par semaine. Ouais. Alors, sur le papier, c'est facile de le dire une fois par mois. Ouais. Mais dans la réalité, à chaque fois, tu vas regarder, à chaque fois qu'il y a de l'actualité, tu vois que, par exemple, la bourse a beaucoup grimpé ou baissé aujourd'hui, tu vas aller voir dans ton portefeuille qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des périodes de stress où il se passe des choses et tu vas même regarder plusieurs fois par jour. Mais tu te dis, bien, moi j'ai acheté cette boîte parce qu'elle a présenté des perspectives de croissance, ils ont dit qu'ils allaient investir dans ça, que ça allait générer de la rentabilité, ça allait générer des dividendes, etc. Ben, tant qu'ils sont en train de déployer la stratégie qu'ils m'ont expliquée, ben, je reste. Si je vois qu'il y a un game changer qui arrive, il y a une nouvelle réglementation qui va les bloquer, ou il y a un retard sur tel ou tel investissement, il y a un risque fiscal qui apparaît, qui va limiter la rentabilité de cette boîte pendant un moment, à ce moment-là, je peux m'alléger ou je peux, si je vois que ça va vraiment détériorer l'entreprise pendant une longue période, ben, vendre et passer à autre chose. Et c'est beaucoup moins stressant parce que je suis sur des éléments beaucoup plus factuels liés à la vie de l'entreprise. La vie de l'entreprise, elle ne bouge pas tous les jours. Ouais. Une entreprise, elle déroule, ça peut bouger à la limite tous les trimestres peut-être, tous les semestres. Donc c'est beaucoup moins stressant et c'est beaucoup plus profitable. Et ça nous évite d'acheter, vendre, de payer trop de commissions, etc. Donc, c'est le plus profitable à long terme. Il y a ce qu'on appelle des oiseaux rares en finance. Alors, les oiseaux rares sont ces personnes-là qui vont voir venir le coup de très loin. Okay. Ils voient que, par exemple, dans la loi de finances, dans le budget de l'année, on a prévu telle mesure fiscale pour tel secteur. Donc, lui, il va tirer le fil jusqu'au max pour voir que telle entreprise dans tel secteur, grâce à cette mesure, va augmenter ses marges et gagner de l'argent. Et donc, il va se mettre à acheter bien avant les autres. Et lorsque le reste des investisseurs vont le voir, parce que l'entreprise commencera à donner de bons résultats, il y aura un effet de mode sur cette entreprise, le cours va s'emballer, et notre oiseau rare, ben, il va en profiter, soit pour vendre un peu ou pour se renforcer s'il voit que ça va être durable, ou peut-être vendre à ce moment-là. Et donc, il aura toujours un coup d'avance sur le reste. Mais il faut avoir une lecture très fine, il faut être très objectif et surtout, il faut être capable de bien tirer les ficelles pour voir jusqu'où une mesure, une donnée de marché va avoir un impact sur les entreprises. Je prends le bout et je tire. Telle mesure, tel investissement va être réalisé par l'État dans tel secteur, ben, je vais tirer, et à la fin, je me dis que finalement, cet investissement de l'État dans ce secteur-là ben, va profiter à X et Y. Des fois, c'est flagrant, mais des fois, il faut vraiment faire un grand travail de recherche pour se dire que telle boîte vont profiter d'une tendance et acheter bien avant que les autres ne le voient venir. Donc, mais ça reste psychologiquement beaucoup moins contraignant que le trading. Ouais. Et puis autre chose, c'est quel est le temps que tu peux consacrer à l'activité. Si tu as un métier, par exemple, qui ne te permet pas d'être devant l'ordinateur toute la journée, ça sert à rien de faire du trading. Tu vas être tout le temps en retard, tu vas rater des occasions. Et le trading, c'est des points d'entrée. Donc, si tu rates ton point d'entrée, tu vas acheter quelques pourcents plus haut ou tu vas rater une occasion qui t'aurait fait gagner plus. Donc, si tu n'as pas la capacité d'être devant l'écran tout le temps, le trading n'est pas adapté pour toi. Ouais. Donc, il faut aussi tenir compte des contraintes professionnelles. Pour les personnes qui vont nous regarder, ceux qui ne connaissent pas forcément la bourse, tu peux nous parler des avantages concrets d'épargner en bourse, de placer son argent sur le court et long terme, et si tu as des exemples de gains potentiels? Alors, est-ce qu'on parle du Maroc ou de manière générale? Ouais, on reste sur le Maroc. On reste sur le Maroc. Comme je te disais tout à l'heure, ça reste un investissement à long terme meilleur que l'immobilier sur certaines périodes. Par exemple, justement, lors du salon de l'épargne, il y avait un intervenant qui expliquait que si tu prends la bourse marocaine, qui est relativement jeune, la bourse au Maroc a été créée en 29. Donc, pile au moment du crash de 29, mais elle s'est modernisée vraiment sur les 20 dernières années. Okay. C'est vraiment sur ces 20 dernières années qu'on a eu une impulsion sur le marché avec l'arrivée de beaucoup d'investisseurs, etc. Et sur ces 20 dernières années, tu prends n'importe quelle période de 8 ans, tu gagnes de l'argent.
Okay. Donc, sur 8 ans, peu importe la date où tu as démarré, tu gagnes de l'argent. Si tu restes 8 ans investi. Et ces gains, sur certaines périodes, peuvent atteindre jusqu'à 800%. Donc, tu fais 8 fois ta mise. En immobilier, pour faire 8 fois ta mise, il faut garder le bien peut-être sur 4 ou 5 générations pour faire 8 fois ta mise. Ou alors, tu as acheté un truc dans un patelin et 2 semaines plus tard, on a annoncé un Disneyland juste à côté. Mais généralement, pour faire 8 fois la mise sur l'immobilier, ça va prendre énormément de temps pour que ça se construise. Donc, l'immobilier en général, ça garde de la valeur. Les prix peuvent baisser à court terme sur certaines périodes, mais là aussi, sur un horizon long terme, ça garde de la valeur et ça ramène des gains. Mais sur le même horizon, tu regardes la bourse, ça va ramener beaucoup plus. Donc, j'ai pas envie de donner des rendements pour que les gens pensent que je vends l'investissement en bourse, parce que l'investissement en bourse est risqué, il faut le rappeler, à court terme. Ouais. Mais si tu restes à longtemps, tu peux faire du 5, du x5, du x6, du x7, x8, ta mise initiale, à condition de rester longtemps, assez diversifié, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, tu achètes un peu de ça, un peu de ça. Acheter des boîtes un peu leaders de leur secteur, bien installées, confortables, ne pas aller chercher des boîtes à problème, des secteurs à problème. Tu peux faire vraiment des performances très élevées. Alors, pour te parler du marché marocain, bon, on est sur à peu près, on tourne autour de 70 entreprises cotées en bourse, c'est pas assez. En revanche, au Maroc, la bourse, elle a un problème de riche. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'investisseurs que les entreprises qui sont présentes en bourse ne sont pas suffisantes pour éponger toutes les liquidités. Okay. Si tu fais un tour dans nos voisins en Afrique subsaharienne, ils ont le problème inverse dans certains pays. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui veulent se financer en bourse, mais il n'y a pas de fonds pour les financer ou pas assez. Nous, on a au Maroc un secteur bancaire qui est surdimensionné par rapport à la taille de notre économie. Ce qui fait que depuis une dizaine, quinzaine d'années, les banques marocaines ont commencé à aller s'étendre en Afrique subsaharienne parce qu'elles étaient trop grandes pour notre seul marché. Donc, elles sont parties chercher des relais de croissance là-bas. On a un secteur des assurances qui leur emboîte le pas. On a un secteur des retraites qui, malgré quelques problèmes qu'on va retrouver dans le monde entier, reste un système qui est robuste et il n'y a pas de risque de défaut. Et donc, tous ces investisseurs-là, ils ont beaucoup de liquidités à placer. Et quand ils vont les placer en bourse, ils ne trouvent pas assez de papier. Là, on est en train de tourner la vidéo, il y a une introduction en bourse d'une banque. C'est à ça que je pensais. Ouais. La CFG. Voilà, CFG, ils demandent 600 millions de dirhams, donc 60 millions d'euros. Le marché leur a offert 21 milliards de dirhams, donc 2 milliards d'euros, alors qu'ils demandaient 60 millions d'euros. Donc, tu vois, la demande, elle est incroyable. Ça veut dire ceux qui vont investir, tout le monde ne va pas récupérer ses actions, c'est ça? C'est ça, ouais, parce que forcément, s'il y a trop de demandes et qu'ils doivent partager les mêmes titres sur tout le monde, pas tout le monde aura la quantité qu'il souhaite avoir. Et ça en dit long sur la frustration d'investisseurs au Maroc. Okay. Il veut du papier, il veut voir des entreprises cotées pour investir dedans, mais on n'a pas assez qui se présentent pour lever des fonds. Et comment ça se fait? Il y a une autorité qui gère les entrées, c'est très restrictif ou... Non, pas du tout, c'est pas ça le problème. Il y a eu beaucoup de facilités. Alors, le marché est très bien encadré. On a une autorité de contrôle qui s'appelle l'AMMC, c'est l'équivalent de l'AMF en France. Ouais. C'est une autorité qui est indépendante, qui a un pouvoir de sanction, de régulation, etc. Et cette autorité veille à ce que le marché fonctionne correctement. Ensuite, on a une bourse qui gère donc les opérations sur le marché. Mais c'est pas ça le problème, c'est pas les contraintes pour venir sur le marché. Il y a des contraintes, alors selon moi, les explications sont nombreuses, mais si tu veux les miennes, de ce que j'ai pu voir de mes à peu près 13-14 ans de couverture des introductions en bourse au Maroc. Il y a premièrement un problème de culture. Beaucoup d'entreprises marocaines sont des PME familiales, et le chef d'entreprise, par manque de culture financière des fois, a peur de rentrer en bourse, il a peur de la transparence qu'implique l'introduction en bourse et il a peur de perdre le contrôle. L'histoire du contrôle, c'est un faux problème. Parce qu'il y a tellement de formes d'entreprise qui te permettent de garder le contrôle de ta boîte en n'ayant que 5-6% de ton capital tout en gardant le contrôle. Donc, et tu peux aussi garder 50% et faire introduire le reste. Et tu gardes le contrôle. Donc, la problématique du contrôle est une fausse problématique. Celle de la transparence,
les entreprises se disent, je rentre, il va falloir que je dévoile mes bilans, il faut que je montre à mes concurrents qu'est-ce que je fais, etc. Je vais être transparent et ça va se retourner contre moi. Des fois, c'est justifié dans certains secteurs, etc. Mais quand tu vois l'avantage que tirent les entreprises en s'introduisant en bourse, eh bien, ce risque sur la transparence devient tellement minime. Parce que quand tu rentres, tu peux lever des fonds. Si demain, tu as une opportunité pour acheter un concurrent, etc., tu toques à la porte de la bourse, on te donne l'argent immédiatement. Tu fais une augmentation de capital. En 2 semaines, c'est plié, tu as l'argent et tu fais ce que tu veux avec. C'est-à-dire que la transparence va t'amener un accès au financement qui est incroyable pour ton développement. Et une entreprise, quand tu es PME, ce qui bloque ton développement, c'est le financement. Donc, oui, je deviens transparent, mais la contrepartie en vaut la peine parce que je vais avoir des accès au financement qui sont incroyables. Même vis-à-vis des banques, quand tu vas voir une banque, tu lui dis « je suis coté en bourse », tu es crédible à ses yeux, elle va te donner du crédit, etc. Tes fournisseurs, tu leur dis « je suis coté en bourse », il n'y a pas de problème. Récemment, je parlais à un chef d'entreprise d'une très petite entreprise des olives en conserve, qui est coté en bourse, qui est un leader au Maroc et qui exporte aux États-Unis des conserves d'olives. Et le gars, l'un de ses clients aux États-Unis, un gros client qui distribue aux États-Unis, lui a dit « Écoute, moi je veux rentrer avec toi dans le capital. Et comme ça, je sais que je suis actionnaire, donc je sais que tu vas tout le temps m'approvisionner pour que moi, je vende ton produit aux États-Unis. Mais à condition, il faut que je regarde qu'est-ce que vaut ta boîte, etc. Je vais envoyer mes équipes, le juridique vont venir, il va avoir une batterie de fiscalistes, d'avocats d'affaires, ils vont venir faire les due diligence. » Et le gars lui dit « Ok, très bien. » Et dans un échange de mails, il lui dit « Tu sais, nous, on est coté en bourse, etc. » Il lui dit « Ah, ok, t'es coté en bourse, je ne savais pas. J'arrête, je ne fais pas les due diligence, tu m'envoies juste tes bilans, je vais les regarder. » Et il a pris une participation, il a envoyé personne au Maroc. Juste parce que le gars est coté en bourse, ça lui a permis d'avoir un actionnaire et de manière très, très facile parce que voilà, il a montré cette carte que je suis transparent, j'ai mes bilans, ils sont visibles, etc. C'est un bon exemple du potentiel de croissance. Exactement. Donc, c'est très dommage qu'on ait ce type de blocage. Ce sont de faux blocages. Et comme le disent les gens régulièrement ici, les professionnels du marché, la bourse, c'est le seul endroit où on va te payer 25, 26 fois ton entreprise en valorisation. Ton entreprise, elle vaut 100. Si tu veux la vendre, si tu veux la vendre à moi ou à quelqu'un, tu le croises, il va te la payer peut-être 2 fois ses bénéfices, 3 fois ses bénéfices. Tu pars en bourse, on va te la payer 15, 20, 25 fois ses bénéfices. Donc, tu as une très belle valorisation pour ton entreprise. Donc, c'est très sous-estimé. Ben oui, franchement, c'est sous-estimé. Les cultures sont en train de changer. Il y a des dirigeants aujourd'hui d'entreprises familiales qui sont en train de passer le flambeau à la jeune génération, qui a fait des écoles de commerce, etc., qui connaissent le potentiel. Et ça change un peu les mentalités. Donc, ça arrive très lentement, mais voilà, ça arrive. Et pour revenir sur ma question d'avant, tu sais, les avantages d'un étranger ou d'un Marocain d'investir en bourse. Récemment, je ne vais pas les citer, mais j'étais dans 2 banques. Juste, je demandais à mon conseiller habituel des informations. Et la dernière, j'étais avec un ami. Il a de l'argent sur son compte qui dort. Ouais. Et il lui demandait un peu des infos et tout ça. Et la conseillère, elle lui disait si tu investis des petits montants, c'est pas intéressant. C'est faux. Tu vas gagner 800 000 euros par année. Elle l'a découragé, en fait. Ouais, c'est ça. Et j'étais dégoûté. Après, je lui ai dit, t'inquiète, on va voir d'autres personnes. Mais c'est faux. Parce que, comme je te disais, si ton objectif, c'est de t'enrichir avec la bourse, c'est un faux objectif. Ouais. Et tu vas pas y arriver. En revanche, si tu veux te constituer un patrimoine à long terme, ça oui, c'est possible. Et pour l'histoire de cette conseillère, par exemple, disons, allez, prenons un exemple. Tu vas investir 5 000 euros en bourse, ok? Donc, tu vas acheter des actions, voilà, tu vas voir combien ça peut te rapporter. Et disons que ça va t'apporter chaque année 5%, 5-6%. Eh bien, fais les calculs à long terme. Et grâce aux intérêts composés, les 5% ramènent eux-mêmes du 5%, etc. Au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, le patrimoine est vraiment valorisé. On a démarré à 5 000 euros avec du 5%. C'est des performances qui ne sont pas très difficiles à atteindre. Il y a des années, tu vas perdre, mais il y a des années, tu vas faire 20%. Et on est parti sur un montant qui n'est pas énormissime.
Donc, et tu vas finalement pouvoir faire, tout à l'heure je te disais, tu peux faire 6 fois ta mise. Bah, c'est bien de faire 6 fois sa mise sur 5 000 euros sans trop regarder. Comme tu peux passer par des OPCVM, où là ça te facilite encore plus le travail, tu vois même pas le temps passer, tu vois même pas le travail passer, et dans 10 ans tu te retrouves avec un pactole qui est intéressant. C'est vrai qu'on a ce type de raisonnement, mais c'est un raisonnement qui est extrêmement simpliste et qui n'est pas basé sur des éléments factuels. Ouais, et voilà, ça regarde, ça te dit, oui, tu vas placer 1000 euros, tu vas gagner 10%, ça te fait 100 euros. Qu'est-ce que tu vas faire avec 100 euros? C'est faux, tu vas pas gagner 100 euros, peut-être que tu vas gagner un peu plus. Et puis, à long terme, les 100 euros ramènent eux aussi une performance. Intérêt composé, ça fait que tu vas te retrouver avec un bon pactole à la fin. Puis même, c'est mieux que de ne rien gagner du tout. Exactement. Dans une logique financière, l'argent qui dort, c'est de l'argent que tu perds. Surtout quand tu as de l'inflation à 4%. Mais je trouve ça dommage quand même que... Bah, après, c'est pas leur métier, mais tu sens quand tu parles aux conseillers bancaires qui connaissent pas le sujet, que c'est... C'est vrai, il y a un problème de formation du réseau de distribution des banques sur les produits de bourse en général. Si vous avez envie de vous installer au Maroc, d'entreprendre ici, de créer votre projet, nous avons créé différents services pour vous accompagner dans toutes les étapes importantes. Vous pouvez découvrir tous les détails de ces accompagnements, c'est le premier lien dans la description. Donc là, on est sur la chaîne Entreprendre au Maroc. Est-ce que tu sais justement s'il y a des étrangers qui investissent ici à la bourse de Casa ou des MRE? Alors, je savais que tu allais... étant donné le nom de ta chaîne, me poser la question, j'ai fait un peu mes devoirs et j'ai pris des données uniquement sur les investisseurs français au Maroc. Okay. Déjà, il faut savoir que oui, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers sur la bourse de Casablanca. Si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 40% de la capitalisation qui est détenue par des étrangers, voire un peu plus. Je ne suis pas sûr du chiffre, mais en tout cas, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers et régulièrement, chaque semaine, quotidiennement, il y a des investisseurs étrangers qui achètent, qui vendent des titres sur notre marché boursier. Maintenant, je suis parti chercher des statistiques sur les Français. Je me suis dit, chaîne francophone, et donc on va plus parler des Français. Si tu prends les personnes physiques, donc les gens comme toi et moi, qui sont français non résidents au Maroc, donc typiquement quelqu'un qui habite en France, bien ils investissent au Maroc, les chiffres de 2022, 13 millions d'euros. 13 millions d'euros investis par des Français non résidents. Alors je pense, mais c'est une interprétation personnelle, que dans ce chiffre, il y a des binationaux. Il a les deux passeports. Et pour éviter des contraintes de mouvement de capitaux, il a ouvert son compte au Maroc avec son passeport français. Mais c'est un binational. Il doit y en avoir dans le chiffre. Mais en tout cas, on est sur 13 millions d'euros. Les Français résidents au Maroc, c'est 30 millions d'euros investis à la bourse de Casablanca. Donc les deux, ça nous fait 43 millions d'euros pour les Français à la bourse de Casablanca. Donc il y a quand même des investisseurs. Oui. Si tu prends maintenant les personnes morales, les entreprises, c'est 4 milliards d'euros qui sont placés à la bourse de Casablanca. 4 milliards d'euros parce que tu as des filiales de groupes français qui sont cotés au Maroc, tu as la filiale de Total, tu as BMC, la filiale de la BNP. On avait récemment l'IDEC, filiale de Veolia, qui vient de se retirer. Donc, il y a des capitaux détenus à travers les prises de participation dans des filiales de groupes français. Mais il y a également des fonds d'investissement étrangers français qui investissent au Maroc. Donc là, on est sur 4 milliards d'euros. C'est un bon chiffre, 4 milliards d'euros. Et puis, en OPCVM, c'est-à-dire les fonds d'investissement qui te permettent de placer sur les marchés. On pourra en parler plus tard si tu veux. Donc, les OPCVM, c'est 35 millions d'euros détenus par les Français en OPCVM, en plus des 43 millions d'euros dont je t'ai parlé tout à l'heure. Les Français résidant au Maroc ou... Alors, non résidents au Maroc. Donc, ils détiennent 35 millions d'euros d'OPCVM. Donc, ça va. Et il reste une autre partie que je n'ai pas notée ici, c'est les investisseurs français en titre de dette. Donc, c'est pas vraiment de la bourse, mais ils investissent dans des produits de dette pour financer des entreprises. Là aussi, il y a un bon paquet. Je crois que la France, c'est le deuxième ou le troisième investisseur en produits de dette d'entreprises cotées au Maroc.
Et pour les MRE, on en a beaucoup qui suivent On la en a chaîne. beaucoup. C'est intéressant aussi pour eux. Oui, on en a beaucoup. Alors, le chiffre est beaucoup plus élevé pour les MRE. J'ai pas noté les chiffres, je pourrais te les fournir plus tard, mais pour les MRE, effectivement, il y a aussi une très grande part de MRE qui investissent à la bourse de Casablanca. Très, très, très grande part. D'ailleurs, après le Covid, il y avait un mécanisme qui devait être lancé, qui ne l'a pas été. C'est un emprunt national pour permettre aux investisseurs de prêter à l'État pour faire la relance après le Covid. Finalement, l'État n'avait pas trop besoin de ce mécanisme. Il a pu gérer lui-même la sortie de crise. Et ce produit allait être destiné en partie aux MRE, en comptant justement sur le fait que les MRE investissent beaucoup sur le marché financier marocain et qu'ils allaient beaucoup acheter ce produit-là. Mais finalement, ça s'est pas fait. Mais il y a beaucoup de MRE qui investissent sur la bourse de Casablanca. Pour eux, c'est très simple. Avec sa carte d'identité nationale, il peut soit chez une filiale de banque en Europe ou directement à travers la bourse en ligne, donc sur Internet, ouvrir un compte, envoyer les éléments, les faxer, etc. Et il ouvre un compte sans se déplacer depuis son pays de résidence. C'est extrêmement facile pour eux, les MRE, d'investir sur la bourse de Casablanca. Pas besoin pour lui de venir ici pour... Et tout se fait en ligne, il peut consulter en ligne, les cotations en temps réel. Les plateformes de bourse en ligne fonctionnent très bien, c'est une belle ergonomie, tu as accès à toute l'information, etc. Donc, ça fait qu'il y en a beaucoup qui investissent sur la bourse de Casablanca. Donc, MRE, c'est Marocain résident à l'étranger, au cas où. Et c'est quoi ton regard, justement, sur ce lien de ces MRE qui restent toujours proches du Maroc, que ce soit les investissements immobiliers, le lien au pays? C'est particulier, en fait, ça reflète notre culture, c'est que les gens sont très rattachés à la terre, à la famille, les liens familiaux dans notre culture sont très très importants. Donc aujourd'hui tu les vois, même les jeunes de la 4e génération, je ne sais pas si on est arrivé à la 5e génération en France ou en Italie, je pense, mais en tout cas ceux-là aussi continuent de venir, ne serait-ce que une fois tous les 2 ans pour voir les grands-parents, etc. Il y en a qui viennent s'installer aussi. Exactement, il y en a qui viennent s'installer, il y en a qui investissent beaucoup, aussi bien dans le rural que dans l'urbain. Il y a beaucoup de gens qui investissent dans leur petit patelin de départ. Et c'est un lien qui... je le vois commenter des fois dans la presse étrangère comme étant, voilà, une spécificité locale, etc. Mais pour nous, ça fait partie de la normalité d'avoir ce lien familial. Le lien familial est très fort au Maroc et de manière générale dans nos cultures arabes. Et donc, c'est normal de voir ces gens-là continuer à être rattachés, continuer à défendre nos causes, etc. Donc, c'est une très bonne chose. C'est une grande force pour le Maroc aussi. C'est une grande force. Alors, si tu veux que je ramène ça au secteur financier, par exemple, les MRE font que, depuis le Covid, à peu près chaque année, on a entre 9 et 10 milliards d'euros. C'est énorme. C'est énorme de devises qui rentrent grâce aux MRE. Et ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'au Maroc, on a eu un problème que tu vas retrouver uniquement dans les très grands pays développés. C'est que notre monnaie est devenue trop chère. Notre monnaie était trop chère. Alors qu'à l'époque, quand tu regardes toutes les économies comparables, de la Turquie à l'Égypte, en passant par la Tunisie, l'Afrique subsaharienne, donc toute la région, les gens avaient leur monnaie qui s'écroulait et qui se portait très mal. Nous, au contraire, on avait une monnaie qui était très forte et qui a même poussé notre banque centrale à aller vendre du dirham pour calmer la hausse du dirham, tellement le dirham se renchérissait face à l'euro et au dollar. Ça devenait vraiment une monnaie très chère. Et pourquoi? Parce que pendant le Covid, on a arrêté d'importer, le transport s'est arrêté. En revanche, les MRE continuent à envoyer de l'argent à leur famille. Et ces devises qu'ils envoyaient, je t'envoie 1000 euros, tu vas dans ta banque, tu vends les 1000 euros, tu achètes du dirham. Donc les gens étaient vendeurs des devises et acheteurs du dirham. Ces achats de dirham grâce au transfert des MRE ont fait que le dirham s'est enflammé et ça a poussé la banque centrale à intervenir pour bloquer la hausse du dirham. Et ça a participé à la robustesse de notre monnaie. On a une monnaie qui est stable, qui est crédible, elle est arrimée à l'euro et au dollar. Et même pendant le Covid, où on aurait pu avoir des risques, ça s'est pas produit grâce essentiellement aux MRE qui ont continué à envoyer beaucoup d'argent pendant cette période-là. Donc l'économie marocaine a énormément besoin des MRE et ça explique pourquoi l'État met en œuvre un ensemble de procédures, etc. pour
bien les accueillir, bien les accompagner. Ils ont des fast track pour investir. Ils passent par un circuit plus allégé, plus rapide, etc. S'ils veulent faire des investissements au Maroc. Les transferts aujourd'hui coûtent de moins en moins cher d'argent. Lorsqu'ils viennent l'été, etc., ils sont accueillis. Chaque année, l'État essaye d'améliorer les conditions d'accueil, etc., parce que ces gens-là rendent bien l'appareil et financent le développement du pays. C'est intéressant. Ouais, donc l'État prend soin de ses enfants et ses enfants lui rendent bien. Pour revenir sur les entrepreneurs, qu'ils soient marocains ou étrangers ici, tu les encouragerais, toi, à s'intéresser à la bourse et éventuellement pour financer d'autres projets Oui, forcément, oui. Surtout s'ils ont des projets d'investissement qui sont à long terme. La bourse ou autre, on a des produits d'assurance avec une fiscalité très intéressante. Même la bourse apporte une fiscalité intéressante à travers les plans d'épargne action. Les OPCVM aussi apportent des avantages intéressants. Donc, investir directement à travers la bourse, c'est possible. Et si on a peur au début qu'il y ait une barrière, on peut aller se diriger vers des produits plus simples mais tout aussi intéressants comme l'assurance vie, comme les OPCVM. C'est des produits hyper réglementés, c'est très fiable, c'est très bien encadré et qui permettent d'investir. Parce que le pire, c'est d'avoir des liquidités placées sur son compte qui ne rapportent rien ou qui vont rapporter du 1 ou du 2% sur l'équivalent d'un livret A au Maroc. C'est de l'argent perdu. C'est de l'argent perdu. Surtout qu'on passe par des périodes où il y a de l'inflation, donc il faut aller placer ça et à long terme, c'est très intéressant. Je ne cesserai pas de te le dire pendant toute cette interview, il faut le faire, oui, il faut le faire. Tu as parlé plusieurs fois d'OPCVM. Ouais. Je pense qu'on doit éclaircir ça. Alors, OPCVM, ça veut dire Organisme de placement collectif en valeur mobilière. C'est un nom barbare, mais qui explique un truc très simple. Ce sont des fonds. C'est des fonds d'investissement, c'est un panier commun dans lequel tu vas acheter une part, peut valoir 100 dirhams, 200 dirhams, 1000 dirhams, ça dépend du fonds. Et tu achètes une part et avec cet argent, les gens qui travaillent, qui gèrent ce fonds, vont essayer d'aller le fructifier au mieux à ta place. Eux, ils sont payés pour faire ça. C'est un marché très concurrentiel, donc chaque gérant a besoin de faire la meilleure performance possible pour garder ses clients. C'est des experts. Et voilà, c'est des experts, c'est leur métier, c'est des équipes étoffées, ils ont des analystes financiers, etc. Ils suivent l'actualité, ils sont au courant. Quand il se passe un truc sur une entreprise, ils font tout pour avoir l'information rapidement, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pour prendre une décision ou pas. Et donc, toi, tu vagues à tes occupations, mais eux, leur travail, c'est quotidiennement essayer de fructifier cet argent, parce que si la performance ne te plaît pas, ils vont aller chercher, tu vas aller chercher ailleurs. Donc eux, pour garder leurs clients, ils vont faire en sorte de faire les performances les meilleures possibles. Et ça te permet, c'est un très bon accès. Personnellement, moi, c'est ce que je fais. C'est un très bon accès à la bourse, sans se casser la tête, sans tracas, sans rien du tout. Tu pars dans n'importe quelle banque, tu lui dis donne-moi la liste de vos OPCVM, tu achètes des OPCVM actions. C'est très explicite, c'est écrit dessus. Tu regardes la part, combien elle vaut. Par exemple, elle vaut 400 dirhams, 300 dirhams. Tu veux investir 1000 euros, 10 000 dirhams. Tu divises par la part et tu achètes le nombre de parts que tu veux. Tu laisses ça sur ton compte. Et avec le temps, tu fais des performances. Tu peux même mettre les OPCVM actions dans un plan d'épargne action. C'est-à-dire que si tu gagnes de l'argent, tu ne payes pas d'impôt dessus à condition de garder ça pendant 5 ans. Tu peux acheter et vendre. Mais du moment que tu ne vides pas ton plan d'épargne action, les gains que tu réalises à l'intérieur sont défiscalisés au bout de 5 ans. Donc tu peux même l'ouvrir pour des actions normales sans passer par les OPCVM. Donc j'ouvre un plan d'épargne action, j'achète des actions, j'achète et je vends. À l'intérieur de mon plan, il n'y a pas de problème, j'achète, je vends. Tu n'es pas obligé de garder les trucs chez toi. Et au bout de 5 ans, tu reprends ton argent et tu payes pas d'impôt dessus. Moi, je pensais que tu pouvais pas y toucher du tout. Non, tu peux acheter et vendre à l'intérieur. C'est dans l'assurance vie où là, tu peux pas toucher, tu restes à l'intérieur de ton contrat. Là, tu achètes et tu vends, mais tu restes à l'intérieur du contrat. Et pour les OPCVM, c'est la même chose. Tu peux en acheter, en vendre et tu les mets dans ton plan d'épargne action. Et à long terme, ça peut rapporter gros. Ce que ça a comme intérêt, les OPCVM, c'est que c'est diversifié. Ouais. Donc, tu t'exposes pas à un risque particulier lié à une entreprise. Tu t'exposes au risque marché. Et à long terme, comme je le disais tout à l'heure, le risque marché est très mitigé par la durée de placement. Donc, plus tu as une durée de placement longue, plus ce risque marché diminue.
Donc finalement, tu n'as exposé qu'à ce risque marché et c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir choisi 3 boîtes et sur les 3 boîtes, elles passent par des moments difficiles, les 3, bah, tu te retrouves avec des problèmes. Est-ce que c'est le même principe que les ETF ou... Exactement. Alors un ETF, c'est quoi? C'est un OPCVM qui va travailler de manière passive. Okay. L'OPCVM, son travail, il va quand même essayer de battre le marché. Il va essayer de faire mieux que le marché ou faire mieux que ses concurrents, au moins. Un ETF, ce qu'il te vend, c'est la performance du marché. Donc, si tu prends un ETF sur le CAC 40, ben, à la fin, l'ETF va te livrer la performance qu'a fait le CAC 40. Et étant donné qu'il ne fait que ce travail de répliquer, les frais de gestion sont beaucoup plus faibles sur un ETF que sur un OPCVM, où les frais de gestion peuvent être un peu plus élevés, mais absorbables sur une durée. On est sur achat-vente autour de 5%, sachant qu'il y a beaucoup d'OPCVM dont les frais de gestion sont gratuits. Les frais d'achat, d'entrée et de sortie, c'est-à-dire les frais pour acheter et vendre sont à 0. Et ils prennent que des frais de gestion. Donc, l'ETF, il est très passif, et donc ça coûte pas cher, c'est très compétitif. L'OPCVM, la gestion est plus active, et donc elle coûte plus cher. Là où c'est pas intéressant, c'est d'avoir un OPCVM qui va finalement te livrer que la performance du marché. Si tu vois qu'il fait ça à répétition, ben, tu vas aller chercher un autre OPCVM qui fait mieux que le marché. Et dans un PEA, tu peux prendre des OPCVM? Tu peux les mettre peut-être effectivement dans ton PEA et tu le gères normalement. Tu peux même vendre et racheter, il n'y a pas de problème, du moment que l'argent reste à l'intérieur du PEA. Et le PEA, ça a été créé peut-être pour rassurer aussi Oui, pour attirer des investisseurs aussi. Tu peux y mettre jusqu'à 2 millions de dirhams, 2 millions 100, ça veut dire 200 000 euros à l'intérieur du PEA, ce qui est très bien. C'est un mécanisme qui a aussi ses limites. Il faut, d'un point de vue fiscal, peut-être arranger certaines choses pour le rendre encore plus attractif. Je ne sais pas si l'État va le faire, mais en tout cas, déjà en l'état actuel des choses, il te permet au moins de ne pas payer d'impôts sur les gains que tu réalises. Et si tu choisis pas ça, au niveau des impôts et des taxes, si tu choisis pas ça, c'est 15% sur les gains que tu fais. Tu payes 15% d'impôts, je crois 20% sur le dividende. La fiscalité de dividende va changer en 2024. C'est pas un sujet, la fiscalité, que je maîtrise parfaitement, mais en tout cas, j'ai ce chiffre des 15% sur les gains. Et pour les investisseurs étrangers, notamment français, étant donné qu'il y a des conventions de double imposition entre le Maroc et la France, tu ne vas pas payer l'impôt doublement si tu le payes. Si par exemple l'impôt est équivalent en France et que tu l'as payé ici, bah, tu ne vas pas aller le payer en France, etc. Il y a des conventions entre la France et le Maroc là-dessus, mais ça va tourner autour de 15% d'impôt sur les gains que tu réalises. Pour un débutant, entre choisir un PEA ou des OPCVM, choisir un PEA, que tu sois débutant ou pas, c'est une bonne chose. C'est bien. C'est bien. Faut aller vers le PEA, le remplir autant que tu peux. Et mettre autant d'argent qu'on veut. Il faut sortir de cette logique que c'est pas assez. Il faut pas se dire que c'est un petit montant, ça va rien rapporter. Au contraire, des fois, l'appétit vient en mangeant, mais un petit montant, on voit que les opportunités sont nombreuses et on arrive ensuite à ressortir de l'argent, à investir et on se retrouve à se forcer pour trouver des ressources qu'on n'aurait pas allé chercher comme ça parce qu'on voit que finalement c'est intéressant. Mais il faut pas avoir ce frein de se dire c'est pas assez. Ouvrir un PEA, moi je dirais pour quelqu'un qui découvre, commencer par les OPCVM, puis se former, c'est-à-dire faire beaucoup de lectures, comprendre le marché, comment il fonctionne, et quand on se sent suffisamment armé, commencer à sortir. En fait, je dis toujours aux gens, mettez-vous en concurrence avec un OPCVM. Tu ouvres un compte, tu prends un OPCVM, tu le mets dans ton PEA. Tu commences à apprendre le fonctionnement du marché, tu lis l'actualité, tu suis le marché, tu commences à regarder quotidiennement, tu commences à comprendre quelques subtilités, tu lis l'information, etc. Et au bout de 6 mois, tu te dis, bon, je vais commencer à investir en direct. Donc, tu sors un peu d'argent de ton OPCVM, mais tu lui gardes une partie. Supposons que tu as démarré avec 1 000 euros. Tu laisses 500 euros dans l'OPCVM et tu reprends 500 euros. Les 500 euros, tu les investis en direct. Et chaque 6 mois, tu fais le compte. Si tu gagnes plus que ce que génère ton OPCVM, tu lui retires de l'argent et tu le gères toi-même. Si tu vois que sur les 6 mois, l'OPCVM que tu as fait mieux que toi, tu te retires de l'argent et tu lui donnes à lui. De toute façon, vous travaillez tous les deux pour la même personne. Et à ce moment-là, bah, tu te mets en concurrence avec l'OPCVM et c'est même d'un point de vue intellectuel, c'est intéressant de faire ce travail-là, se dire finalement, moi j'ai gagné 15%, lui il a fait 7%,
ben, autant que je gère moi-même, donc je reprends. Mais si je vois que à l'inverse, moi j'ai fait même une perte alors que lui il est dans le vert, ben, je me dis il y a un coup d'opportunité, vaut mieux que je mette l'argent dans l'OPCVM. Et je fais ce type d'arbitrage à chaque fois. Je parle d'un OPCVM action, parce qu'il y a des OPCVM obligataires, monétaires, etc. Pour un entrepreneur étranger qui veut investir sur la bourse de Casa, c'est quoi qu'il doit absolument savoir pour le faire en toute sécurité? Je dirais pas beaucoup de choses à savoir, mais il faut juste suivre un peu l'actualité du marché, suivre le fonctionnement du marché, c'est très important, savoir qui régule le marché, quelle est la crédibilité du régulateur. Il faut que les gens soient rassurés du fait que le marché est très bien régulé, qu'il y a un régulateur très fort derrière, que pas avoir des comportements réprimables sur le marché qui ne le sont pas, etc. Donc les acteurs respectent les règles du jeu. Il y a quelqu'un derrière, un arbitre qui fait bien son travail pour que tout le monde respecte les règles du jeu. Le marché est un marché organisé, c'est-à-dire que tout est transparent. La bourse a un taux de disponibilité de 99,99%. Ça veut dire que sur une année, elle ne va pas tomber en panne. Donc, tu n'auras pas ce type de problème. La bourse en ligne, certaines plateformes de bourse en ligne offrent des plateformes vraiment robustes, stables, bien gérées, bien sécurisées. Là, il suffit de faire une petite recherche sur Internet, vous allez trouver des classements et vous prenez les performances. Nous-mêmes, on a fait un gros travail là-dessus. Donc, si les gens font un petit travail sur les sociétés de bourse au Maroc, ils vont trouver une enquête qu'on avait faite qui permet de voir quelles sont les plateformes les plus robustes, les plus stables au Maroc. Je peux le mettre dans la description. Ouais, si tu veux, il n'y a pas de problème. Après, voilà, suivre le marché, comprendre à quelle heure il ouvre, à quelle heure il ferme, comment sont calculés les cours d'ouverture, de clôture. C'est à peu près le même fonctionnement partout dans le monde. Et prendre un peu de temps pour comprendre comment ça se fait, comment ça fonctionne, avant de commencer à investir. Je pense que c'est la meilleure des démarches. Et pour ne pas perdre de temps, commencer directement par acheter un OPCVM jour 1. J'ouvre un compte, j'achète un OPCVM. Lui, il travaille déjà. Et moi, je prends le temps pour apprendre à travailler, apprendre à prendre mes décisions moi-même. Je le dis souvent, c'est un exemple. Quand tu prends un chirurgien et que tu lui demandes d'investir en bourse, et il va venir, il va regarder, il va te dire ouais, je connais telle boîte, très très grosse, elle est connue, le nom est bien connu, etc. Je vais commencer à acheter, etc. Et pour lui, c'est logique. Si tu prends un investisseur en bourse et tu lui dis viens, tu vas opérer quelqu'un, il va te dire c'est pas possible, je peux pas opérer, j'ai pas de formation. Alors comment ça se fait que le chirurgien investit rapidement sans prendre le temps d'apprendre, alors que c'est un métier qui est complètement différent à l'investissement. Donc, même si on est compétent dans son domaine, même si on est un matheux, même si on est un financier, même qui travaille dans la finance, mais qui n'a jamais touché à l'investissement en bourse, il faut absolument passer par une période d'apprentissage. Si on a des prérequis de par sa formation, son métier, ben, on va apprendre plutôt vite. Mais si je suis un très bon ingénieur ou un très bon médecin, un très bon architecte, très bon prof d'histoire, il va me falloir du temps pour comprendre comment ça marche. Et donc, c'est normal qu'on prenne du temps pour apprendre. Et à ce moment-là, commencer à investir. Et ne pas se dire, non, je suis très intelligent dans mon domaine, donc je vais être très intelligent en bourse. C'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est pas une question d'intelligence, la bourse, c'est une question de rigueur et d'objectivité. Et notre avantage, notre génération, c'est qu'on a tout sur Internet. Exactement, il y a tout sur Internet. Après, sur le trading, pour moi, je mettrais de très grands guillemets sur le trading, parce qu'on voit tout et n'importe quoi sur Internet. On a des vendeurs de rêves, on a des vendeurs comment on appelle ça, de l'indépendance financière. Ça, c'est des concepts auxquels il faut faire très attention. Généralement, c'est des gens qui vont vendre de l'affiliation, qui vont vendre de la formation, et de manière très cachée, très subtile, etc. Donc, faire très attention par rapport à ça. Moi, ce que je conseille, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes sur Internet pour apprendre à faire de la bourse de manière très sérieuse. Il y a de très belles sources, mais je conseille quand même d'aller lire des livres. Carrément. Ouais. Il y a des livres, les meilleurs livres sur la bourse ont été écrits durant les années 40-50. Et c'est incroyable de voir que les psychologies de l'époque continuent à être exactement les mêmes aujourd'hui. C'est quoi les livres que tu conseilles justement? Alors pour un débutant, l'investisseur intelligent, mais c'est un livre qu'il faut lire au moins 3 fois d'affilée avant de dire que j'ai compris. Donc la première lecture, on lit, on voit beaucoup de mots, de phrases qu'on ne comprend pas, qui se succèdent. Deuxième lecture, on commence à comprendre un peu la subtilité de l'auteur. Et à la troisième lecture, on a à peu près une méthode pour investir en bourse. Il y a ça. Et si on veut faire un peu plus de trading, je conseillerais aux gens juste qui écoutent cette vidéo de googler 14 livres pour apprendre l'analyse technique. C'est un article que j'ai écrit en prenant beaucoup de temps pour le faire, où je répertorie des ouvrages
disponibles tous sur les plateformes, on peut se faire livrer, etc., qui vont du débutant, vraiment débutant, à la personne la plus expérimentée. Je pense qu'avec ces 14 ouvrages sur le trading, on a fait le tour. Dans l'investissement, dans le domaine de l'investissement, voilà, il y a beaucoup d'ouvrages. L'investisseur intelligent est pour moi une belle référence. Et j'en ai oublié, je pense, je t'en donnerai après si tu veux pour en parler. Et les conseils de Warren Buffett, pour toi, c'est pertinent aussi? Bien sûr, c'est pertinent. Après, Warren Buffett, c'est un spécialiste des punchlines. Il fait ça pour attirer l'attention des gens. Mais à chaque fois, il faut un peu plus creuser ce qu'il dit pour comprendre la subtilité de ce qu'il dit, etc. Mais vu son expérience et tout, ouais, ses conseils sont très pertinents. D'ailleurs, c'est lui qui fait préface l'investisseur intelligent. Et c'est quelqu'un de très, très intelligent avec une approche tellement simple qu'on se dit pourquoi tout le monde ne fait pas juste ça. Mais pour arriver à ce degré de décision simple, il faut avoir un très très gros bagage qui est le sien, et il prône la simplicité dans le travail. Je crois que c'est un très bon conseil. Faire les choses simples. Quand j'ai en face de moi un investissement qui est compliqué, qui est complexe, où je vais jouer très serré, allez regarder ailleurs. Aller chercher des investissements plus simples, plus visibles, etc. C'est pour ça que lui, il achète des Coca-Cola, des Apple, des grands noms. Il va pas aller chercher des boîtes qui peuvent avoir des problèmes à court terme. Et tu sais, au Maroc, quand on parle d'investissement, c'est toujours l'immobilier qui est un peu la star. Et toujours on parle d'immobilier. Pour toi, tu nous disais que la bourse était plus intéressante. La bourse est plus intéressante. À long terme, ça rapporte plus. C'est plus liquide, tu peux vendre rapidement. En tout et pour tout, la taxation est meilleure. Et tu as moins de problèmes peut-être. T'as pas besoin de gérer. Oui, exactement. L'immobilier, c'est extrêmement lourd à gérer. Tu peux te faire avoir. Oui, tu peux te faire avoir sur l'immobilier. Maintenant, il y a un attachement culturel à la terre et à l'immobilier qu'on ne peut pas enlever. Et puis l'immobilier a fait ses preuves. Quand tu regardes les historiques de rendement, l'immobilier, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Les gens qui font de l'immobilier et qui perdent de l'argent sur l'immobilier, moi, j'en connais pas. C'est juste que je dis que le coût d'opportunité entre investir à long terme en bourse et sur l'immobilier, il n'y a pas photo. La bourse va rapporter beaucoup plus que l'immobilier à long terme, beaucoup plus, avec une meilleure fiscalité, avec une meilleure liquidité. Les risques, certes, sur l'immobilier ne sont pas nombreux, mais dans les deux cas, tu as de la casse. Donc mon propos, c'est que l'immobilier, oui, c'est intéressant, ça rapporte, c'est assez sécurisant, c'est réconfortant dans sa tête de se dire que j'ai investi dans de l'immobilier, mais si on regarde les éléments factuels, la bourse est meilleure à long terme que l'immobilier. Et aussi, si tu fais du locatif, tu vas avoir d'autres problèmes en plus. Exactement. Surtout dans la réglementation marocaine qui protège énormément le locataire et qui fait que si aujourd'hui tu as un locataire qui ne paye pas, bah, tu vas te retrouver avec de gros problèmes. Et tu ne pourras pas le faire sortir. Et il va te falloir une très 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 longue période au tribunal pour arriver à faire sortir ce locataire qui ne paye pas. Et donc dans la réglementation actuelle, celui qui fait du locatif résidentiel pour les personnes, il prend un risque supplémentaire. Donc c'est pour ça que les gens sont de plus en plus regardants sur les dossiers, etc. En revanche, le locatif professionnel, tu loues pour des supermarchés, tu loues pour des magasins. Là, oui, les rendements sont plus intéressants. On est sur du 7, du 8%, du 6% net, ce qui est très bien. Et pourquoi pas faire les deux aussi, hein. Faire les deux, oui. Et mitiger le risque. Ça, c'est une question que je me suis posée. Tu vois, maintenant que je suis résident marocain, si je veux investir en bourse, est-ce que je suis obligé de passer par la bourse de Casa? Ou est-ce que je peux investir sur d'autres bourses par rapport à l'office d'échange et tu vois, les sorties des devises? Alors, du moment que tu es investisseur étranger, par rapport à l'office d'échange, tu n'as pas de problème. Ça, c'est un sujet qui ne concerne que les Marocains résidant au Maroc. Donc, pour le reste, tu n'as pas de problème. Maintenant, si tu veux investir à la bourse de Casablanca, donc je reprends ta question depuis le début, pour investir à la bourse de Casablanca, n'importe quel investisseur va devoir passer par un intermédiaire. Donc, tu ouvres un compte chez un intermédiaire qui te permet d'avoir accès à la bourse. L'investisseur n'a pas un accès direct à la bourse, il doit absolument passer par un intermédiaire, sachant qu'un intermédiaire peut être une application en ligne où tu achètes et vends sur ton téléphone, et c'est ça l'intermédiaire. Maintenant, pour investir à l'étranger, tu n'as absolument aucun problème avec ça. Tu peux ouvrir un compte à l'étranger depuis ta position au Maroc, acheter et vendre des actifs, faire rentrer l'argent, le sortir, etc. Tu n'as pas les contraintes réglementaires qu'ont les Marocains sur ça, parce qu'il y a une réglementation du change au Maroc qui fait que les Marocains résidant au Maroc n'ont pas le droit d'investir dans des actifs financiers
à l'étranger. Et pour tout autre investissement à l'étranger, ils ont besoin d'une autorisation de l'Office d'échange. Donc on a un contrôle d'échange qui fait qu'il y a ces contraintes-là. Et pour les résidents au Maroc étrangers, ils sont pas touchés? Ils sont pas touchés, ils sont pas concernés par cela, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Faut juste voir peut-être l'aspect fiscal. Voilà, gérer ces aspects-là, ouais. la fiscalité et surtout les aspects liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, faire attention à où est-ce que j'ouvre mon compte. Est-ce que si je travaille avec un broker, si c'est un broker qui est par exemple à Malte, il faut faire attention. S'il est dans le Delaware aux États-Unis, il faut faire attention. Donc, il y a des zones qui sont un peu grises, voire noires ou rouges, auxquelles il faut faire attention. Sinon, ça peut réveiller les suspicions des régulateurs, ici comme en France, par exemple, pour un Français qui résiderait au Maroc. Donc, faire aussi attention à ça, aller sur des choses qui sont carrées, visibles, claires, sans histoire. Après, tu vois, moi, je me suis dit, je me vois vivre ici au Maroc jusqu'à ma mort, on va dire. Donc, autant que j'investisse sur la bourse de Casa et oui. ça me rattache encore plus au pays dans lequel je vis. Effectivement, tu peux le faire. Dès demain, tu peux ouvrir un compte rapidement. Tu vas dans n'importe quelle banque à côté, tu ouvres un compte ou une société de bourse. Tu as la liste sur le site de la bourse de Casablanca. Elles sont 16. Tu fais le tour, tu appelles, tu regardes leur plateforme, à quoi elle ressemble. Et si on a une qui te plaît, tu ouvres un compte. Tu fais tout ça dans l'espace d'une heure. Hein. C'est très, très, très rapide. La documentation est rapide. Il n'y a pas de contraintes. Tu m'as dit que ça fait 10 ans que tu habites ici. L'année prochaine, 10 ans. Ouais, incroyable. Ben oui, pourquoi pas. Ça te permettra de participer aussi à l'économie du pays. Ouais, s'intéresser davantage. Exactement. Comme tu disais au début, aux sociétés, tout ça. J'ai autour de moi des Français, mais même d'autres étrangers qui commencent à investir à la bourse de Casablanca. Alors que de prime abord, j'aurais dit, vu leurs possibilités sur les marchés étrangers, ils auraient pu aller acheter de leur massif. Hein. Tu peux aller acheter du Apple, du Google quand tu es un étranger. C'est des entreprises, c'est des boîtes avec des performances que tu ne retrouves nulle part ailleurs, du Microsoft, etc. Et finalement, ces gens-là, ils te disent non, moi je sens plus d'affinité avec telle boîte, telle boîte, telle boîte. Je sais ce que c'est, je la vois au quotidien, je travaille avec, c'est mon client, c'est mon fournisseur. Et donc, il y a un aspect culturel qui fait que finalement, ils choisissent le marché boursier marocain, alors que avec leur passeport et origine, ils peuvent très bien aller investir sur d'autres marchés, sur de l'or massif, comme je disais, comme du Google et du Microsoft. Et justement, la bourse de Casa par rapport à une bourse américaine ou d'autres bourses? Tu compares rien à une bourse américaine. C'est les plus développés, c'est les plus performants, c'est un siècle et demi d'histoire répertoriée, c'est des grandes histoires boursières. Tu as les plus grandes multinationales cotées là-bas. Les marchés sont très dynamique, beaucoup de profondeur, beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'entreprises, beaucoup de possibilités, beaucoup de produits financiers dérivés sur les actions et autres. Donc, le marché américain est très, très, très développé avec beaucoup d'opportunités et très efficient. Maintenant, quand tu compares à des marchés de notre taille ou notre envergure, en tout cas qui ressemblent un peu à notre économie, on a des avantages par rapport aux autres. Et j'en parlais tout à l'heure du change. Le change fait qu'on est très avantagé par rapport à des bourses comparables comme l'Égypte, la Tunisie, l'Afrique du Sud par exemple. Tu prends l'Égypte, cette année, ils ont fait plus 70% la bourse. Tu me diras, dans l'absolu, c'est bien. Mais leur monnaie s'est complètement effondrée parce qu'il y a eu des dévaluations. Donc, pour un investisseur américain qui a investi en Égypte, il gagne 70%, mais quand il veut rapatrier en dollars, il perd beaucoup des gains qu'il a réalisés. Dans cette configuration, cette année, il reste quand même dans le vert, mais il y a eu d'autres années où la bourse, elle fait plus 20 et la monnaie, elle fait moins 30, moins 40, moins 50. Donc, tu gagnes, mais quand tu veux ressortir avec tes gains, tu te retrouves perdant parce que la monnaie s'effondre. En Afrique du Sud, ils ont ce même problème et ils tirent ça depuis des années, ils n'arrivent pas à s'en sortir. En Tunisie aussi, ils ont ce problème-là. Et nous, comme l'UEMOA, c'est-à-dire les pays de l'Afrique de l'Ouest, on est arrimés à l'euro. On a des monnaies qui relativement tiennent, voire des fois tiennent très très bien. Et donc, c'est un avantage pour les investisseurs étrangers qui veulent une exposition sur l'Afrique. On est un pays qui est meilleur. Et il y a des gérants de fonds européens qui investissent en Afrique,
qui récemment ont déclaré publiquement, même sur notre chaîne, sur Bourse News, en disant « Nous, on a réduit notre exposition à l'Afrique et on reste sur des marchés comme le Maroc et l'Égypte parce que on a une monnaie qui reste relativement stable. » Et sur l'Égypte, ils ont décidé d'y aller quand ils ont vu que les dévaluations étaient presque terminées, il n'y avait plus de dévaluation sur l'Égypte. Et donc cette histoire de monnaie-là, bah, ça fait que c'est très bien. Même pour un étranger qui est payé en dirhams, quand il veut rapatrier son argent à l'étranger, ben, il ne perd pas beaucoup au change, contrairement à d'autres pays de la région où les monnaies sont très faibles. Donc, on a cet avantage-là de la monnaie qui fait que, voilà. Mais pour un investisseur faut pas se mentir, un investisseur qui a la possibilité d'investir partout où il veut dans le monde, la bourse américaine est incomparable. Et par rapport à la bourse européenne ou de Paris? Alors, la bourse de Paris, oui, tu as des opportunités sur la bourse de Paris, mais disons que c'est un marché, je trouve, c'est un avis, c'est un marché qui commence un peu à tourner en rond, il manque d'histoire, etc. Tu as les grosses locomotives de la bourse de Paris qui sont Total. Total est en train de chercher un nouveau modèle pour rentrer dans le vert et sortir du fossile. On voit pas trop comment ça va se développer sur les années à venir. Donc ça se tasse un peu. Tu as du secteur bancaire qui se comporte très 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 mal à la bourse, c'est le mal aimé de la bourse de Paris. Et tu as un secteur du luxe qui est leader mondial et qui du coup affiche des performances incroyables, qui me paraît être aujourd'hui vraiment le seul gros secteur très intéressant sur la bourse de Paris, c'est vraiment ce secteur du luxe. Après, j'ai une lecture très superficielle. Il faut aller regarder plus en détail ce marché-là. C'est pas, je ne le regarde pas vraiment en détail pour aller voir vraiment s'il y a d'autres secteurs moins visibles, moins médiatisés, qui sont aussi intéressants, mais forcément, il doit y en avoir. Mais je le regarde de manière très superficielle. En revanche, la bourse allemande est une bourse qui, historiquement, est une bourse très nerveuse, qui bouge très bien, etc. Une volatilité très intéressante, des rendements très intéressants. Du coup, ouais, la bourse allemande, je préfère historiquement parce que les performances sont meilleures, la volatilité aussi. Et la bourse de Paris, il faut aller creuser d'un peu plus près pour savoir. En tout cas, sur le luxe, je sais, c'est un gros secteur. Hein. Du LVMH, t'as que à Paris que tu vas avoir une boîte comme ça. Concrètement, comment ça se passe si je veux investir en bourse, d'après toi? On en a parlé un peu off. Est-ce qu'il faut voir un conseiller bancaire ou plutôt un conseiller en investissement? Moi, je dirais aller à une société de bourse. C'est mieux que de passer par la banque. C'est plus réactif. Tu as accès à une plateforme en ligne. Les frais peuvent être négociés. Donc, c'est mieux que de passer par la banque. C'est quoi une société? Alors, ce sont des intermédiaires en bourse qui te donnent accès directement à la bourse, mais de manière beaucoup plus simple que de passer par la banque. Okay. Parce que même la banque, finalement, elle va passer par l'intermédiaire. Ces intermédiaires, certains sont des filiales de banques et d'autres sont indépendants. C'est-à-dire que, voilà, il en existe à peu près 15 ou 16 au Maroc. Leur liste est disponible sur le site de la bourse, où ils sont tous regroupés dans une association qui s'appelle APSB. Okay. Donc, si les internautes sont intéressés, allez sur le site de l'APSB, normalement, ils trouveront la liste des intermédiaires. Et ne pas hésiter à faire jouer la concurrence. Tu appelles, je veux ouvrir un compte, voilà le capital initial avec lequel je vais démarrer, qu'est-ce que vous me proposez en termes de frais, en termes d'accompagnement, en bourse en ligne. Appelez tout le monde, voir qui répond bien, qui te met en confort, qui te propose des prix intéressants, et voilà, commencer avec ça. Mais je préconise de démarrer avec une société de bourse plutôt qu'avec une banque. La banque, c'est long. Il faut se déplacer pour passer les ordres chez la majorité des banques, sauf une ou deux qui a un peu dématérialisé la chose. Donc, si tu veux vendre ou acheter, il faut aller chez la banque, signer un papier, etc. C'est un peu vieillot comme méthode, sachant que tu peux tout faire par téléphone aujourd'hui depuis chez toi. Donc, autant faire directement en société de bourse. Et par rapport aux conseillers en investissement financier, j'ai vu justement, en société de bourse, tu en trouveras. Okay. Et de bonne qualité. Tu peux. Donc, ils pourront te conseiller aussi quoi choisir. Exactement. Quoi choisir, t'aider à constituer ton portefeuille. Ils produisent des notes de recherche, c'est-à-dire que de temps en temps, ils vont t'envoyer de la documentation sur les entreprises, te recommander ce qu'il faut acheter ou vendre. Tu n'es pas obligé de suivre, mais ça te donne des avis supplémentaires sur ce qu'il faut faire. Toi, c'est ce que tu conseilles alors? Ouais, c'est ce que je conseille. Ouvrir un compte en société de bourse, si on n'a aucune connaissance dans le compte, mettre un OPCVM,
prendre un temps pour apprendre 3 mois, 6 mois le fonctionnement du marché, reprendre un peu de l'argent de l'OPCVM et le placer sur des actions et commencer à se comparer à l'OPCVM pour voir si je lui prends de l'argent, si je lui donne de l'argent. Si on est intéressé par la bourse, c'est vraiment ce que je préconise. Et est-ce que tu peux faire un PEA avec ce système? Oui, bien sûr. Okay. Tu appelles, tu ouvres un PEA directement. Tu dis, je vais ouvrir un PEA. Si la société de bourse te dit, on n'en ouvre pas, on n'a pas ça, etc., bah, tu en appelles une autre qui en a. Pas rentrer dans la technicité, mais certains qui sont pas dépositaires, je pense qu'ils peuvent pas faire ça. Donc directement voir celui qui peut t'offrir le PEA, mais il en existe. Hein. Je veux pas te faire de publicité, mais on pourra en parler en off. Je te montre la liste de ceux qui proposent le PEA. Sinon, pour les internautes, appelez juste les sociétés de bourse, dire je vais ouvrir un PEA. Est-ce que vous avez ça? Non, j'ai pas ça. Au revoir. Ok. Donc on a vu PEA, OPCVM, ce que ça veut dire. Il y a aussi un terme, le MASI. Alors le MASI, c'est l'indice boursier marocain, Moroccan All Shares Index. C'est l'équivalent du CAC 40 en France. C'est un indice qui regroupe toutes les entreprises cotées en bourse. Et ça te permet, en regardant le MASI, d'avoir le pouls de la bourse. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux savoir, si tu me poses la question comment va la bourse de Casablanca, comment va la bourse du Caire, comment va la bourse de Paris, la réponse la plus simple est d'aller voir l'indice boursier de cette place qui te donne une moyenne des performances de tout le monde et te dire bah cette bourse se porte plutôt bien parce que son indice boursier a augmenté. Ça veut dire qu'en moyenne, les actions qui sont cotées là-bas ont augmenté sur la période, etc. Donc nous, notre indice général s'appelle le MASI et il a des déclinaisons. On a également le MASI 20 qui regroupe les 20 boîtes qui sont à la fois grandes et liquides. On a le MASI ESG qui regroupe les boîtes qui ont de meilleurs scores en environnement, sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Voilà, on a d'autres indices sectoriels, MASI Banque, MASI Assurance, MASI Immobilier, etc., qui regroupent les boîtes de chaque secteur. Donc, c'est l'indice boursier marocain. Et c'est quoi les principaux secteurs où les entreprises sont les plus attractifs pour les investisseurs? Alors, au Maroc, on a le secteur bancaire. C'est un secteur qui est très performant, très résilient. Ça représente à peu près 40% de la capitalisation globale. C'est 40% du marché. Et on a des leaders nationaux et même régionaux et même continentaux marocains dans le secteur bancaire. Donc, c'est un bon secteur avec de belles perspectives. Secteur robuste, solide. Il n'y a pas d'histoire dans le secteur. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'introduction en bourse là, de CFG, qui est l'une des plus petites banques du marché, mais qui est très performante, elle a drainé autant d'argent. C'est parce que le secteur est bien régulé, il est performant, il est solide. Jamais d'histoire dans le secteur bancaire marocain. C'est un secteur qui est bien installé, etc. On a également le secteur des assurances qui est assez solide. Après, il va passer par des hauts et des bas. Cette année, je pense que les résultats vont être bons parce que les marchés financiers se sont bien comportés. Les assurances tirent une partie de leur performance des marchés financiers. On a un secteur immobilier qui a eu de longues périodes de crise qui a duré une dizaine d'années. C'est un secteur qui a été très endetté, en méforme, crise de confiance avec les investisseurs. Et là, depuis 2 ans, ça reprend. Et puis, il y a un nouveau mécanisme d'aide public au logement qui démarre en 2024. Je le rappelle juste pour les MRE qui nous écoutent, si vous achetez un bien au Maroc qui ne dépasse pas 300 000 dirhams, vous avez le droit à une aide de 100 000 dirhams, à condition de ne pas avoir profité d'un autre programme d'aide auparavant et que ce soit votre premier logement, c'est-à-dire logement principal, et que ce soit votre premier logement. Et si vous achetez un bien entre 300 000 et 700 000 dirhams, donc au maximum 70 000 euros, vous avez le droit à 70 000 dirhams d'aide de l'État, quels que soient vos revenus, quelle que soit votre fonction, etc. C'est pas du logement social, c'est pas l'équivalent HLM au Maroc. Non, c'est quels que soient vos revenus, même si vous avez de très bons revenus et vous voulez bénéficier de ça, à condition que vous n'en avez jamais profité, ça peut aider. Ça peut par exemple constituer un bon placement ou un bon investissement pour les enfants à un certain âge, si les parents veulent acheter des biens au Maroc en profitant de ce mécanisme. Et donc, avec ce mécanisme, on se dit que le secteur immobilier va pouvoir continuer à bien se comporter. Autre secteur, voilà. Après, on a de gros champions nationaux qui sont cotés. On a du Marsa Maroc qui gère les ports au Maroc. On a le secteur des télécoms qui
historiquement se comporte moins bien ces 2 dernières années. On a Maroc Télécom qui est coté, mais qui globalement reste un gros secteur. On a du BTP, du ciment, gros secteur, voilà. Donc, banque, BTP, je dirais banque, BTP, immobilier, c'est un peu les secteurs stars du moment. Tu peux nous conseiller des ressources, des sites web? Donc, il y a votre site à vous. J'ai vu que le site de la Bourse de Casablanca est assez bien fait aussi. Tu as même des formations dessus. Exactement. C'est quoi les ressources que tu conseilles pour avoir plus d'infos et de conseils? Voilà, site de la Bourse et site de l'AMMC, de l'autorité de marché, qui est lui aussi mis à jour quotidiennement. On va trouver toute l'information sur les entreprises de manière très structurée, très visible, très claire, sur l'actionnariat, sur les performances des entreprises, etc. Ils ont fait un grand travail de collecte d'informations là-dessus. Il y a aussi Bourse News, on gère quotidiennement des flux d'informations, tout ce qui va concerner les entreprises cotées. Vraiment, on essaye de donner quotidiennement toute l'information liée aux entreprises. Donc, toutes les boîtes cotées, on va essayer de les couvrir chaque jour avec des interviews, avec de l'actu, etc., de sorte à donner à l'investisseur le maximum de visibilité possible. Les gens peuvent aussi aller lire de manière générale les autres informations sur les autres médias. Nous, dans notre groupe, on a également Finance News qui va faire ça, mais il y a aussi des autres médias qui sont disponibles. Donc, se renseigner sur l'actualité. Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et ce qui est bien avec votre chaîne YouTube, c'est que tu es sûr de ne pas rater un élément important. Oui, alors sur la chaîne YouTube, effectivement, on fait ça, mais le site web Bourse News va être beaucoup plus complet parce que c'est toutes les 20 ou 30 minutes, il y aura de l'info. Ouais. Et toi, ça te plaît, ça, l'aspect interview, YouTube? Ouais, c'est très passionnant. Tu découvres des gens, tu découvres des profils. Les entreprises cotées te racontent leur histoire. Généralement, c'est passionnant, ces histoires-là, parce que moi, je vois souvent les gens, surtout sur les réseaux sociaux, ils disent ah, telle boîte pas fait de performance, etc. Mais il faut savoir que derrière, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des stratégies, il y a des concurrents, que tu peux pas tout le temps être super performant. C'est un organisme vivant, une entreprise. Et donc, quand tu croises ces entreprises, elles te racontent leur histoire, leurs problèmes, leurs défis. Ça te rapporte de la nuance quand tu traites de l'information. Et je le dis souvent, des fois ça me crée des problèmes, mais nous, on revendique le fait de supporter l'entreprise. On le revendique vraiment, parce que ça crée des emplois, ça paye des impôts, ça crée de la croissance, ça crée de l'activité, etc. Et donc, c'est très facile d'aller voir un patron d'entreprise avec mon petit téléphone et le casser complètement dans une interview, lui dire t'as pas fait de la performance, etc. Et en préparant les interviews, souvent quand on parle aux chefs d'entreprise, quand on est en off, on leur dit les problèmes. Vous avez fait ça, il y a de l'endettement, etc. Et on nous explique les problématiques, on nous explique les sujets. Et tu comprends que c'est pas toujours facile. Donc j'essaie d'apporter les sujets, même les sujets qui fâchent, mais de les apporter avec nuance, en posant la question avec nuance, et même lorsque la personne me donne la réponse, je vais la rapporter ensuite dans mes articles, etc., en mettant de la nuance, parce que c'est pas facile de gérer une entreprise, et il faut essayer de le comprendre. Donc, c'est très passionnant de faire les interviews, et de manière générale, c'est très passionnant de suivre l'actualité. Quand on est jeune, et qu'on est dans ce métier-là et dans le journalisme de manière générale, c'est un peu comme un jeu vidéo, surtout dans le journalisme web. L'info, elle sort tout le temps. Il faut que tu fasses vite, il faut que tu fasses bien, il faut que tu sois percutant, etc. Dans le web, ce que tu n'as pas sur la presse papier, c'est que tu vois les audiences quasiment en temps réel. Et donc, tu vois quand ça marche pas, tu es content quand ça marche pas, tu te poses des questions. Donc, tu te remets en cause quotidiennement. Tu peux pas être dans cet état de suffisance de te dire, j'ai pondu un bon papier. Si le bon papier n'est pas lu, c'est qu'il n'est pas pertinent. Donc, et tu as tout le temps ce miroir du public et du lecteur qui te ramène tout le temps à la réalité en te disant, il faut que je fournisse plus d'efforts la prochaine fois. Donc, tu es challengé quotidiennement sur ça. Et au fur et à mesure que tu prends un peu d'expérience, tu sors de cette logique de jeu vidéo, tu essaies de faire du contenu un peu plus posé, un peu plus percutant. Ça prend du temps à produire, ça prend de l'argent aussi, ça coûte de l'argent de produire du contenu, mais tu prends de la satisfaction quand tu vois que c'est jugé utile par la communauté.
Et aujourd'hui, nous, on se félicite vraiment d'avoir une communauté de lecteurs très engagée. Et c'est plus comme à nos débuts, on va avoir un lecteur qui regarde de très loin. Aujourd'hui, on a un lecteur qui est très exigeant. Quand il va pas aimer comment on traite, la vitesse avec laquelle on traite, etc., il va le faire savoir. Les gens se sont appropriés Bourse News, notre communauté, et c'est quelque chose dont on est très fier et qu'on essaie de cultiver quotidiennement. C'est très stressant au quotidien, mais c'est très passionnant aussi. Est-ce que vous avez aussi l'objectif de, pas vulgariser, mais de faire que les gens s'intéressent davantage à ça? Oui, on a cette mission-là de vulgariser. Quand on a démarré, c'était notre mission, disons, principale, vulgariser. Okay. Et au fur et à mesure qu'on s'est développé, nos lecteurs, on a eu un basculement des lecteurs. Là, par exemple, notre cœur de lectorat a entre 40 et 50 ans. Et c'est des gens qui sont généralement éduqués financièrement, ils ont fait leur process d'éducation et on a moins de jeunes débutants lecteurs. Donc on continue à faire du contenu éducatif qui touche moins de gens qu'au début, mais on continue de le faire parce qu'on se dit que c'est important, on doit le faire et tout l'écosystème doit continuer à le faire. C'est notre responsabilité à tous, même modeste, à notre petit niveau, de faire ce travail de vulgarisation pour intéresser les gens pour le marché boursier. Et le Marocain, j'ai l'impression qu'il s'intéresse, c'est une petite partie de la population qui s'intéresse. Ouais, c'est petit. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que, même avec des petits revenus, tu aies ce déclic de quand même checker il faut continuer à expliquer aux gens que cette histoire de petits revenus n'existe pas. Ouais. Il y a aussi des exemples à donner avec des chiffres réels, etc. On essaie de faire ça de temps en temps. La langue du contenu est aussi importante. Aujourd'hui, on a lancé un site en arabe qui s'appelle Artisat.com justement pour toucher un public arabophone qui est beaucoup plus nombreux que le public francophone. Ouais. Donc, faire de l'acculturation en arabe d'abord. Il faut continuer à le faire, travailler là-dessus. Et puis, au fur et à mesure que cette acculturation se fait, continuer à proposer du contenu en arabe de manière plus forte. Moi, je pense que le contenu en arabe, rien que le contenu en arabe, peut rapporter encore plus de gens actifs sur le marché boursier. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, mais il y a le problème de la langue parce que les médias qui traitent de la bourse au Maroc, généralement, le font en français. Comment tu expliques ça? Écoute, historiquement au Maroc, on a une culture francophone et une culture arabophone. Et historiquement, la presse francophone s'est dirigée sur des thématiques économiques et financières. Et la presse arabophone est partie sur des sujets de société et politique. Okay. Les meilleurs politologues, journalistes au Maroc aujourd'hui, tu les lis en arabe, tu les lis pas en français. C'est vraiment, tu as de très très bons papiers. J'espère que les politologues en français ne vont pas entendre ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, en arabe, il y a de très bonnes analyses sur la politique. Ouais. Mais si tu cherches une très bonne analyse sur l'actualité financière ou économique, tu vas la trouver en français. Ça s'est installé comme ça depuis des années. Avec la libéralisation de la presse au début des années 2000, ça s'est exacerbé. Et aujourd'hui, c'est un constat. Le marché est comme ça et il va falloir changer les choses. Faire plus de contenu économique et financier en arabe. Nous, on s'est dit, ça fait partie de notre feuille de route à horizon 2025, c'est développer énormément de contenu en arabe pour le marché boursier. Quand tu dis en arabe, c'est en darija? Ou pas, ou même en arabe normal, mais ou mélanger les deux, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est un détail. Peut-être ne pas écrire en darija, écrire en arabe classique, mais dans la vidéo, etc., y aller en darija. D'ailleurs, je le partage avec toi. Je lance moi-même une capsule en arabe darija sur Artisat.com en 2024, voilà, pour faire un point d'abord hebdomadaire sur la bourse, etc. Et personnellement, c'est quoi qui t'a fait t'intéresser à ce monde de la finance, de la bourse? Comment t'es rentré là-dedans? J'ai une formation en finance. J'ai passé quelques stages où j'ai découvert les métiers de la finance et de la bourse dans des sociétés de bourse. Et ça m'a vraiment plu. Le côté psychologique de la bourse m'a vraiment passionné au début. Et donc, voilà, de fil en aiguille, je suis resté dans le truc. Et aujourd'hui, je fais plus de journalisme que de la bourse. Mais c'est du journalisme dédié à la bourse.
T'es passionné, quoi. Oh, ouais, de toute façon, il faut être passionnant. Et quand tu fais du journalisme financier, il faut être à la fois passionné par le journalisme et par la finance. C'est intéressant. Ouais. Là, on a fait cette première interview avec toi. J'aimerais commencer aussi à interviewer d'autres personnes dans ce monde-là, finance-bourse. Est-ce que tu as une idée d'un invité que tu pourrais nous conseiller qui serait intéressant? Aussi avec cette vision que c'est une chaîne pour les entrepreneurs qui s'installent ici, tu vois. Ouais. Je sais pas, peut-être, est-ce que tu as commencé à penser aux chambres de commerce? Peut-être que ça peut ramener eux, ils connaissent les problématiques des entrepreneurs, les vraies problématiques des entrepreneurs. Et si tu commences à faire des interviews avec eux, justement, pour connaître ces vraies problématiques des entrepreneurs français qui viennent s'installer au Maroc, peut-être que ça te donnera des idées sur vraiment des sujets à cibler et à ce moment-là, voir vraiment les personnes à interviewer. Par exemple, faire une interview avec une chambre de commerce, on va te dire qu'il y a un problème de foncier. Et à ce moment-là, trouver des intervenants qui vont expliquer en termes de foncier, tu as une entreprise française, tu veux t'installer au Maroc, comment faire, les démarches, etc. etc. Et je pense que là, tu vas joindre l'utile à l'agréable en répondant aux problématiques réelles des entrepreneurs. Je pense qu'une première interview avec la chambre de commerce française, par exemple, ça peut vraiment ramener des problématiques réelles auxquelles il faut répondre et à ce moment-là décliner avec des invités qui répondent à ces problématiques-là. Okay. Je pense que c'est une idée. Je vais checker ça. Ouais, je pense. J'aurais fait ça en tout cas. Est-ce que tu as un message important que tu aimerais passer pour clôturer cette interview? Écoute, déjà, merci, c'était vraiment passionnant. J'espère qu'on a été clair sur les sujets. Et si dans les commentaires, il y a des questions qui reviennent sur des sujets où j'ai pas été précis, où il y a des compléments, je vais y répondre aux gens. Voilà, sinon, je dirais aux gens de s'intéresser à l'économie marocaine en général, à notre marché financier. On a une économie qui est robuste, solide. On essaye d'aller de l'avant, on essaye de relever plein de défis. Et puis voilà, c'est une histoire passionnante, le Maroc. Et j'invite les gens vraiment à suivre un peu notre économie et comment elle se développe. Et c'est vraiment passionnant. Aujourd'hui, le Maroc, les gens ne le savent pas, mais le Maroc exporte des voitures, le Maroc exporte des avions. Le taux d'intégration n'est pas encore très élevé, c'est vrai, mais ça commence. On a des grands constructeurs, notamment français, qui sont installés au Maroc. On a du Boeing qui est installé au Maroc, qui produit au Maroc. Donc le visage de l'économie marocaine est en train de changer doucement. On n'est plus cette petite économie agricole qui dépend de la rente. On est en train de devenir une économie petit à petit industrialisée. Le rythme n'est pas assez élevé, oui, c'est vrai, il faut faire plus. Il faut faire plus pour l'éducation, il faut faire plus pour la santé. On a encore de gros défis à relever. On est en train de généraliser la protection sociale, c'est magnifique. On est le seul pays en Afrique à faire ça. Donc, on va avoir des aides sociales qui démarrent en janvier 2024 pour les gens. Et donc, il y a une dynamique qui se met en place et les entrepreneurs devraient s'y intéresser encore plus pour voir quelles sont les opportunités d'investissement, parce que le pouvoir d'achat est en train d'être petit à petit aidé pour justement consommer plus et mieux. Donc, ça peut intéresser les investisseurs et les entrepreneurs. Tu comprends cet engouement de tous ces entrepreneurs étrangers qui veulent s'installer ici? Oui. Alors, le gros capital étranger arrive, c'est certain, il a ses circuits, il y a une charte de l'investissement qui lui facilite les choses, on lui facilite le foncier, etc. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est les petits entrepreneurs qui ont des petites idées de niche, qui viennent aussi s'installer avec des petits investissements, parce qu'il y a des places à prendre. Ils seront en concurrence ici avec les locaux qui aussi commencent à développer une fibre entrepreneuriale très développée. Mais il y a aussi des choses à prendre pour le petit entrepreneur qui veut venir s'installer. Je sais pas moi, louer des vélos sur la côte. Il y a plein d'idées géniales à développer et que les entrepreneurs étrangers peuvent venir. Mais il faut venir visiter pour voir. Là, par exemple, dans la région, je pense, où tu habites, toi, c'est merveilleux. Il faut venir voir, regarder, les opportunités sont énormes. En termes de tourisme, d'infrastructure, etc.
Ouais. Bah, merci. Donc, si vous êtes toujours avec nous Ouais. à ce moment, allez vous abonner à la chaîne YouTube de Bourse News. Merci. Bah, merci pour ce Bah, avec moment. plaisir et à la prochaine, j'espère. Merci à la prochaine. Je t'en prie. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel entretien d'entreprendre et vivre au Maroc. Si vous avez vous aussi ce rêve de vous installer au Maroc, j'ai créé une mini formation gratuite pour vous accompagner sur ce chemin. Donc c'est une formation par email. Vous allez recevoir un conseil pratique chaque jour durant 7 jours. Pour accéder à cette mini formation et recevoir votre premier conseil maintenant, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo.